jamais. Le fleuve coule, le vent souffle, les nuages passent, le cœur bat. Rien ne meurt jamais. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas parler de ce film comme d'un film. Il respire en moi depuis plus de 30 ans maintenant. C'est pendant mon interview de Samir, lorsqu'il l'a simplement cité, que l'ampleur de son lien avec ma vision du monde m'a ébloui l'esprit. Comme s'il avait toujours été là, dans l'ombre, et qu'un rayon de soleil l'avait fait briller sous la poussière. C'est ce film qui a révélé la forme si particulière qu'a pris mon empathie. Il ne l'a pas sculptée, elle était déjà là. Il l'a libérée du paraître en devenir qui tentait de me la cacher. J'avais 12 ans la dernière fois que je l'ai vu, la dernière fois que j'ai osé m'y confronter. Depuis tout ce temps, il est là, bien plus intimement que n'importe quel autre film. Il m'a révélé ma peur de la cruauté humaine, ma peur de la réalité. Cette réalité est tellement plus terrifiante que n'importe quel film d'horreur. J'ai regardé quelques vidéastes qui en ont parlé, et plusieurs mettent en avant le fait que David Lynch ait inventé beaucoup d'événements pour accentuer le côté dramatique par rapport aux écrits dont il s'est inspiré, par rapport à la vie de John Merrick, ou plutôt de Joseph Merrick. Pour moi, s'il a fait ses choix, c'était pour tenter d'effleurer la détresse émotionnelle de cet être abandonné par l'affection dans le sens le plus vital du terme, dans le sens le plus injuste qui soit. Cet homme si humain, à qui on refuse toute dignité, simplement à cause de son apparence. Se contenter de raconter son histoire aurait pu négliger de nous faire ressentir viscéralement le supplice de son existence. Lynch a utilisé la magie du cinéma pour nous frapper avec cette réalité et l'a enveloppée d'une dimension poétique sublime. Sans ses choix, beaucoup se seraient contentés de se dire, comme le font en quelque sorte ces vidéos, que finalement, ça va. Sa vie était difficile, mais bon, ces dernières années n'étaient pas si mal. J'ai même entendu cette phrase, horrible de sens. Par moments, il en oubliait ses difformités. Comment peut-on même l'imaginer? Comment oublier ne serait-ce qu'une seconde une vie entière reléguée à l'état d'animal de foire, de curiosité malsaine, déshumanisée? Qu'il ait choisi de vivre avec ne signifie pas qu'il n'en souffrait plus. Avait-il le choix de toute façon? C'est dès l'âge de 2 ans que la maladie a commencé à déformer son visage
jamais il n'aura eu une vie normale. Ce film me semble, au final, bien plus fidèle à l'âme de Joseph Merrick qu'une simple biographie clinique. Aurait-on pu comprendre à quel point l'être humain peut se détacher de ce qu'il ne comprend pas, de ce qu'il trouve anormal? À quel point la méchanceté humaine peut se faire sans l'intention qu'on lui prête pour se rassurer? Cette intention évidente qui nous permet de la reconnaître à chaque fois? Vraiment? Bien sûr que non. La souffrance peut être provoquée sans que celui qui la provoque n'en soit même conscient. Pour lui, il n'aura fait que dire ce qu'il pense, que parler sur quelqu'un en son absence, sans même qu'il ne l'entende, que suivre une tendance, un mouvement de foule. Alors elle s'installe et grandit sans prévenir qui que ce soit. Seule la personne visée la ressent. Parfois même, elle ne sait pas pourquoi. Pourtant, j'en suis sûr, la majorité de ce genre de souffrances insidieuses ont toujours des causes humaines. Mais elles sont tellement subtiles, disséminées ici et là sur tant d'années, infligées par tant de personnes que faire le lien s'avère souvent compliqué. Et lorsque tu le fais, beaucoup te sortiront. Mais non, tu vois des fantômes là, tu t'imagines des trucs. Car l'accepter, ce serait accepter sa responsabilité. Ce serait accepter sa propre malveillance, souvent inavouée. Et c'est surtout plus facile de le nier, pour ne pas avoir à s'excuser. Pour tous, John, oui, je choisis de l'appeler John, car ce prénom résonne plus en moi. Pour tous, John était une créature, pas un homme. Comment pourrait-il en être autrement? Comment pourrait-on l'être avec une apparence comme la sienne? Même le docteur Frederick Treves le pensait au début, avant de comprendre qu'il n'était pas un idiot congénital, comme son allure le laissait croire, avant de comprendre le drame inimaginable de sa vie, l'injuste châtiment que la nature lui avait fait porter. Comment concevoir que l'on puisse continuer à vivre en étant pleinement conscient d'un tel martyre? Être trop bête pour comprendre. C'est toujours plus agréable pour celui qui regarde de penser ce genre de choses. Ça rassure, ça dédramatise, et surtout, ça évite de devoir agir si on le peut. En plus, il a vécu au 19e siècle. Comment aurait-il pu en être autrement? C'était il y a tellement longtemps. Aujourd'hui, ce serait différent. On a tellement évolué depuis. Vraiment, sans aller si loin, j'ai cet exemple de ce que la découverte du sida a révélé de la cruauté humaine dans les années 80. Comment des personnes malades et terrorisées par leur avenir funeste se sont vues pointées du doigt, insultées, torturées, et bien pire encore. La peur en était l'origine, bien sûr. C'est toujours le cas, en fait. La peur de la maladie, de la mort, de l'inconnu, de l'autre. Le racisme en est un autre exemple. Mais peu importe l'origine, peu importe l'excuse, les douleurs provoquées sont inconcevables. Car leur violence est trop immatérielle pour ceux qui n'en sont pas les victimes. Alors ne pas le reconnaître, ne pas se remettre en question, c'est laisser à cette affliction la liberté de frapper encore. Je sais que tout n'est pas si sombre. Au contraire, il y a de beaux arcs-en-ciel, mais ce film me fait mal, physiquement. Il le faisait avant même que je ne le revoie, malgré 30 ans d'absence. J'ai dû trouver le courage de le regarder à nouveau, le courage d'affronter cette tristesse que je déteste ressentir. J'avais peur aussi de ne pas retrouver l'effet qu'il a eu sur moi, de découvrir que l'une de mes plus grandes leçons de vie ne soit plus à la hauteur. Ouais, d'en être déçu. Je me souviens que si je l'avais regardé une deuxième puis une troisième fois, entre mes 10 et mes 12 ans, c'était pour être aux côtés de John Merrick, dans l'espoir de lui tenir compagnie, pour tenter de soulager sa peine, pour le défendre, pour soulager ma peine. Et à chaque fois, je ne pouvais que subir ces tourments, ressentir chaque fois plus fort ces douleurs que me causait le film, que me causait sa vie. C'est sans doute pour ça que je n'ai jamais pu le revoir depuis. Je me souviens d'un nombre incalculable de fois où je me mettais devant le miroir pour l'imiter avec le plus grand des respects, avec une certaine tendresse. Lorsque je le faisais, c'est lui que je voyais de l'autre côté. Au niveau de l'ambiance, ce film est vraiment magnifique. J'ai appris en regardant divers documentaires que tous les lieux et toutes les rues qui ont été choisis pour tourner le film sont des rues qui dataient réellement du 19e siècle.
sont des rues qui existaient encore en 1980 et qui ont été détruites peu de temps après. Même le décor de l'hôpital a été fait par rapport à de nombreuses photos datant du 19e siècle. Des photos d'opérations, des photos de dortoirs, etc., etc., qui permettent au film d'avoir réellement une identité inimitable. Une identité qui a réellement tout pour vous faire vivre à la même époque que John Merrick. Même lorsqu'il s'agit des freak shows, etc., tout a réellement été fait par rapport à ce qu'il se passait à ce moment-là. Le fait que ce genre de spectacle devenait illégal. Certes, le film ne s'attarde pas réellement là-dessus, mais il fait comprendre que dans ces années-là, utiliser la détresse humaine pour faire de l'argent était enfin reconnu comme inacceptable et puni par la loi. Si vous lisez la véritable histoire de Joseph Merrick, vous vous rendrez compte que ce changement de statut pour ce genre de spectacle a eu des conséquences sur sa vie. Mais ce n'est pas l'approche du film. Et honnêtement, c'est le meilleur choix que pouvait faire David Lynch. Car s'attarder sur ce genre de truc aurait forcément obligé le film à mettre de côté le personnage de John Merrick. D'ailleurs, en ce qui concerne l'explication de ce changement de prénom de Joseph en John, ça vient tout simplement du livre écrit par le docteur Frederick Treves, qui a lui-même choisi de changer le prénom Joseph en John, une sorte de choix d'anonymat pour protéger son ami. Car encore une fois, en regardant divers documentaires, j'ai appris qu'ils avaient les documents originaux sur lesquels avait écrit le docteur Frederick Treves. Et il voit clairement le prénom Joseph rayé et remplacé par John. Ce qui explique pourquoi David Lynch, n'ayant que le livre vendu dans le commerce, n'avait pas cette information. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'au niveau du rendu, au niveau de l'identité de ce film et au niveau de la retranscription de l'époque dans laquelle se déroule l'histoire, est vraiment parfaite. Les acteurs de ce film sont réellement investis. Lorsqu'on regarde ce film, lorsqu'on regarde divers documents, etc., etc., on se rend compte qu'il s'est passé quelque chose au moment du tournage du film. Une sorte de magie, qui était pour moi provoquée tout simplement par David Lynch. On a Anthony Hopkins, qui joue le docteur Frederick Treves, qui le joue parfaitement, qui arrive à interpréter ce personnage qui peut paraître extrêmement gentil et altruiste, tout comme il peut paraître totalement manipulateur et profiteur. Et d'ailleurs, durant le film, c'est une question que va se poser le personnage. Et c'est une question que tout le monde devrait se poser. Et pour ça, je trouve que Anthony Hopkins arrive à avoir justement ce jeu d'acteur qui mélange les deux personnages. C'est un peu comme s'il y avait le Dr Jekyll et Mr Hyde, mais qu'ils étaient tellement bien mélangés que le résultat ne peut que paraître très respectueux de ce qu'est un être humain, avec tous ses paradoxes. On a aussi l'actrice Anne Bancroft, qui joue Miss Kendall, et qui, encore une fois, a une prestation parfaite. On ressent que c'est une vraie artiste. On ressent que c'est une actrice avant tout, que le théâtre, c'est sa vie, mais on arrive aussi à ressentir sa gentillesse et son humanité. On a l'acteur Freddie Jones, qui joue Bite, le propriétaire de John Merrick, et qui le fait d'une façon plus que parfaite. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est le personnage le mieux interprété, car je ne connais pas les attitudes de Freddie Jones, en réalité, mais il arrive tellement à être détestable, et en même temps faible et malheureux, et perdu. On sent que c'est un personnage qui est devenu ce qu'il est pour survivre. Certes, ses choix sont certainement très discutables. Il a choisi la facilité à de nombreux moments. Mais le résultat, on le voit, c'est devenu un raté qui a besoin d'avoir quelqu'un à rabaisser, d'avoir quelqu'un à maltraiter pour se sentir moins mal dans sa vie. Je me répète, mais encore une fois, interprétation parfaite. Et bien évidemment, on a John Hurt qui joue John Merrick, et qui le fait de la plus respectueuse et de la plus belle des façons. Un personnage comme ça peut facilement être joué comme une caricature, voire même presque risible. Réussir à être aussi précis, à retranscrire réellement la souffrance de ce personnage, malgré tout ce maquillage, uniquement dans les regards, uniquement dans la voix, uniquement dans les mouvements, ça prouve à quel point cet acteur est doué. Autant j'aime sa vraie interprétation, autant j'ai bien évidemment une affection toute particulière pour Dominique Collignon-Morin, qui l'interprète en VF. Encore une fois, je ne pense pas qu'interpréter un personnage comme ça, vocalement, soit ce qu'il y a de plus simple. On a réellement l'impression que Monsieur Collignon-Morin est maquillé comme John Hurt pour pouvoir l'interpréter. Mais au niveau de ses intonations, au niveau de sa difficulté à parler, etc., et surtout au niveau de son interprétation, mais c'est tellement millimétré, c'est tellement parfait, mais réellement parfait, parfait. Même je peux rajouter encore un parfait. Et je vais le préciser au cas où certains ne le sauraient pas, mais il est aussi le doubleur officiel de Nicolas Cage. Ce film-là, cette VF-là, ces acteurs-là, ce réalisateur-là, tout dans ce film est magique et surtout unique. David Lynch n'était pas encore aussi original qu'il le deviendra peu après, mais il avait quand même déjà une identité de réalisation.
Et je reste persuadé que c'est cette identité-là, que ce sont ces choix-là, que c'est son interprétation de cette histoire-là qui a fait de ce film le chef-d'œuvre du cinéma qu'il est. Les effets spéciaux de ce film sont juste hallucinants. Apparemment, c'est David Lynch qui a essayé au départ de créer le masque, de créer la tenue de John Merrick. Il s'est rendu compte que ce n'était pas son métier, qu'il n'était pas assez doué pour ça, car lorsqu'on sait que le visage et même le corps de John Merrick dans le film est purement et simplement moulé sur le vrai visage et le vrai corps de Joseph Merrick, qui avait été moulé à l'époque en plâtre par le professeur Frederick Treves, très certainement. D'ailleurs, il y a aussi une histoire de mèche de cheveux qui serait restée dans le plâtre et qui du coup apparaîtrait sur le costume de John Hurt. Une vraie mèche de cheveux de Joseph Merrick. La fin de ce film est tellement intense, tellement belle, tellement proche de la réalité. Il n'y a pas de preuve que réellement ça s'est passé de cette façon-là, mais il n'y a pas de preuve de l'inverse non plus. Et bizarrement, j'ai cette sensation que ça s'est réellement passé comme ça. C'est tellement beau, tellement poétique, c'est réellement une fin qui restera gravée à jamais, par toute sa symbolique et par toute cette apothéose émotionnelle qu'il offre à ce film. C'est ma mère qui m'a fait découvrir ce film lorsque j'avais 10 ans à peu près, parce qu'il passait à la télé. J'étais bien évidemment pas très enchanté de regarder un film en noir et blanc, mais je pense que si à l'époque je suis resté devant et si j'ai pu le découvrir, c'est tout simplement parce que je n'avais pas toujours le droit de regarder des films. Donc lorsqu'on me proposait de le faire, peu importait la qualité du film, je restais devant. Et le revoir, c'était pire finalement. Ça l'a rendu encore plus intense, plus triste et plus beau, car il était beaucoup plus proche de moi. Car aujourd'hui, je ne cherche plus qui je suis. Je sais et j'ai accepté d'être difforme émotionnellement et socialement. Pendant mon adolescence, la phrase que j'aimais sortir le plus souvent, c'était « Moi, j'aime pas les gens ». Tout simplement parce que j'avais cette sensation que les gens n'arrivaient pas à savoir qui j'étais et que les gens ne m'aimaient pas. Je l'ai toujours, je l'ai accepté, et j'arrive même pas à faire autrement que de la ressentir. J'ai plusieurs petites histoires que j'aurais peut-être pu vous raconter, mais vu la longueur de l'intro, je préfère pas. D'ailleurs, lorsque j'ai revu ce film, il m'a tellement touché que je me suis littéralement effondré en larmes à la fin. Chose qui n'était pas arrivée depuis jamais, je crois. Et le truc dommage, c'est que lorsque j'ai regardé le film, avant la fin, ma fille est venue avec moi. Donc, lorsque le film s'est terminé, je me suis levé, je suis parti dans la cuisine pour faire genre que j'allais faire quelque chose, mais elle a bien vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ce qui fait qu'elle est venue avec moi et qu'elle m'a vu pleurer pour la première fois de sa vie. Et la première question qu'elle m'a posée, c'est « Tu pleures pour le film? Tu pleures parce que t'es triste pour John Merrick ?» Et j'ai même pas pu répondre, j'ai recommencé à pleurer. Ce qui fait qu'elle m'a fait des câlins. Et ce qui est drôle, c'est que lorsque j'ai été voir ma femme peu de temps après, on a discuté, voire même on s'est un petit peu vanné. Et c'est limite si ma fille n'a pas disputé ma femme parce qu'elle ne me faisait pas de câlins. Sauf que ma femme n'était pas avec nous quand on a regardé le film. Donc elle ne savait même pas que j'avais pleuré. Mais pour ma fille, il fallait que tout le monde me fasse des câlins parce que j'avais pleuré. Je pense que je n'ai même pas besoin de le spécifier. Regardez ce film. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle ne vous aura pas trop ennuyé. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ce film, de le revoir si vous l'avez déjà vu. Et sur ce, je vous dis, on se voit bientôt.